Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 21 avril et on accueille aujourd'hui deux amis de Trick Play Podcast, les spécialistes de college football. Pour nous aider à y voir un peu plus clair, Ryan en bas à gauche, Valentin en haut à droite. Salut les gars. Salut les gars, merci d'être venus pour nous aider à y voir un petit peu plus clair sur les rookies qui vont être draftés à la fin de la semaine prochaine. Dans une semaine d'ailleurs, ça commence. Et savoir un peu qui va pouvoir nous aider en fantasy dans les années à venir, en dynastie, dès les drafts de cet été. J'ai avec moi Aptine aussi, comme d'hab. Ça va, Aptine? Hop, toujours démuté. Ça va et vous? Ça va. Et Alex? Salut Marc, bonsoir à tous. Alex, j'ai vu que tu as sorti la chemise, Alex, la veste de costume. Ouais, très sérieux pour nous parler de cette draft. Alex qui d'ailleurs, pour les fins connaisseurs, vous pouvez lui envoyer un message privé si vous voulez recevoir un big board sur Excel qu'il vient de produire aujourd'hui. Et franchement, c'est du super boulot. Donc, mais il le garde que pour les amis. Ok les gars, alors déjà, ouais, PayPal, ouais. Ryan, Valentin, merci d'être là. Pour ceux qui connaissent pas le Trick Play Podcast, vous êtes les spécialistes college football et NCAA. Enfin, en tout cas sur ce qu'on peut voir. Et toi, Ryan, tu es fan de LSU, Valentin de Ole Miss, et vous tenez les comptes Exactement. Twitter. Bah, je te laisse aller, Val. Ouais, bah oui, le mien, c'est le compte France Rebels, donc je connais même pas mon mon hot. Rebelle France peut-être, enfin par rapport. Non, toi c'est France Rebels, je crois. Ouais, France Rebels, ok, voilà. Et par moi, rapport il me semble à que c'est @France LSU, mais pareil que toi, je suis un peu. Oh, la crème de la crème. Mais sinon, ouais, on fait partie du petit collectif de The Triplet. Et effectivement, on suit surtout principalement le college football tout au long de la saison et le processus pré-draft. Et on essaie d'accompagner les gens jusqu'à la draft en essayant de leur donner un maximum d'informations, qu'elles soient bonnes ou pas, mais un maximum d'informations. Et on essaie de faire notre taf souvent de nous-mêmes sans pomper ce qu'il y a à gauche à droite ou les US. Sinon, on s'amuserait à faire des retweets. Mais donc, on essaie de faire un petit boulot par nous-mêmes et de donner une petite indication aux personnes. Et voilà. Mais on fait toujours ça avec grand plaisir. Ouais, c'est cool. Et du coup, pour ceux qui sont moins familiers avec le foot universitaire, qu'est-ce que vous diriez seraient les plus grosses différences? Parce qu'il y a des petites différences de règlement qui du coup modifient un peu le jeu, mais quelles sont les plus grosses différences quand on regarde un match de college par rapport à la NFL, à part Déjà, le moi, public? je veux savoir pourquoi. Moi, je voudrais savoir pourquoi ils supportent ces équipes-là. Toi, tu es direct parti dans ton agenda. Moi, je veux savoir. J'ai des questions. On commence par qui, Val? Tu commences? Vas-y, t'es chaud. Écoute, moi, je suis tombé un petit peu par hasard sur des matchs à l'époque, saison 2011-2012, tu sais, les grosses années, Tyrann Mathieu, Odell Beckham, Jarvis Landry et tout. Je suis tombé en fait sur tout de suite des gros matchs LSU, Alabama. À l'époque, ça se tapait déjà violemment dessus, tu vois. Et je sais pas, je suis tombé amoureux des couleurs et je pense que Tyrann a beaucoup joué là-dessus. Ça a vraiment été, il était trop excitant à voir jouer à l'époque. J'ai tout de suite kiffé en fait toute cette ambiance, les matchs à domicile, l'ambiance était folle. Et en fait, je me suis dit écoute, pourquoi pas. J'ai commencé à regarder un peu plus de matchs. Puis après, j'ai commencé à aller chercher des tapes vintage. Je suis tombé sur les matchs de Jamarcus Russell à l'époque à LSU où c'était un véritable crack le mec. Et voilà. En fait, je suis tombé dedans comme ça. Après, petit à petit, tu suis. Tes joueurs, ils sont pourris des fois. Tes saisons, elles sont pourries. Mais en fait, ça y est, t'es accroché en fait, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Je suivais plus ou moins de loin. J'ai commencé à regarder sur Twitter s'il y avait des comptes. Et pendant la saison 2019, effectivement, on avait un compte LSU qui était vraiment actif. Et en fait, saison 2020, le compte a complètement disparu. Et j'avais quelques potes qui, justement, se sont lancés dans l'aventure The Trick Play, qui m'ont dit écoute, le compte, il est plus là, il est plus actif. Donc, pourquoi t'essaierais pas, toi, de faire un truc? Je leur ai dit oh lolo, moi, ça prend du temps. Tu vois, j'ai pas forcément le temps pour ça. Ils m'ont dit ouais, mais écoute, tout ce que tu pourras ramener en fait, même si c'est peu, c'est mieux que rien. Et en fait, après c'est parti quoi, c'est parti.
Et bah du coup, moi, ça a commencé par un match Non, alors ça a commencé par le film. Comment il s'appelle ce film déjà? The Par Blind, rapport... Ouais, The Machin, Blind non? Side. The Blind Voilà. Side, avec Sandra Bullock. Et donc ça parle pas mal, bah, principalement d'Ole Miss et un petit peu de Tennessee. Et je regardais un tout petit peu de college football à l'époque. C'était plus Texas A&M pour Johnny Manziel. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais regarder un petit match d'Ole Miss. Et je suis tombé sur le Ole Miss Alabama de 2013 ou 2014, quand on va les battre chez eux. Et je suis tombé genre juste amoureux direct du maillot. C'était vraiment visuel, tu vois, c'était vraiment visuel. Et je lui dis, bon, bah sympa, tu vois, la semaine prochaine, je vais essayer de regarder un autre match. J'ai regardé un autre match, j'ai regardé un autre match, j'ai regardé. Et puis au final, je lui dis, bah ça y est, j'ai trouvé mon équipe, je vais les suivre eux. Et c'est vraiment tout bête et ça a commencé comme ça. Et effectivement, après, quand je suis allé un peu sur Twitter et que je me suis dit, ouais, je vais peut-être lancer un petit compte, j'ai commencé avec le compte des Florida Gators parce que je me suis dit, Ole Miss, je pense, il n'y a personne qui connaît. Donc, je me dis, bon, je vais pas commencer avec ça. Et les Gators, j'aimais bien. Et puis, au final, au bout d'un petit moment, j'ai un petit monsieur Guillaume qui maintenant tient le compte des Gators qui est tombé dans mes DM. On s'est embrouillé un petit peu par rapport à un certain Marco Wilson que moi je trouvais nul et que lui il défendait comme si c'était sa mère. Donc je lui ai dit, bah écoute frérot, moi je te lance, je te laisse le compte, mais je pars sur Ole Miss. Et puis voilà, et puis un petit peu de temps après, bah, on a créé The Triplay, et puis Ryan nous a rejoint un petit peu après, et voilà. Top. Parfait, parfait ça. Là, tu peux dérouler ton agenda, là. C'est clair, ouais, je déroule mon âge. Et vous êtes allé voir un match de LSU de Ole Miss? Alors, je pense que Val, je le laisserai parler après parce que lui, effectivement, l'anecdote est sympa. Moi, pas encore. On devait partir donc avec Guillaume de France Gators voir un match justement Gators contre LSU, mais à Gainesville. Malheureusement, il y a eu le Covid, tout ça, donc tous nos plans se sont un petit peu fait terrasser à cause de ça. Donc pour ma part, non, pas encore. C'est dans les plans, mais il faut trouver le temps, il faut trouver l'argent, histoire de se faire un joli voyage, quoi. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes relations que Valentin TTP, ici présent. Ouais, moi ça a été, c'était un coup de chance, hein, clairement. Donc, je tweete pas mal comme tous les comptes NCA FR sur les matchs. Et sauf qu'un jour, il y a une femme qui est journaliste qui m'a retweet. Et à partir de là, j'ai plein de gens qui sont intéressés à moi, qui ont vu un mec qui habite en France, qui suit Ole Miss, qu'est-ce qui se passe, c'est qui lui. Et j'ai eu quelques tweets qui ont été beaucoup de fois retweet ou likés. Et en fait, j'étais monté, je crois, à 1500 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est énorme en soi pour un compte NCA. Je me rapprochais un petit peu des comptes NFL. Et puis un jour, il y a tout le monde qui me disait, il y avait plein de gens, ils m'envoyaient un message, ouais, putain, faut que tu viennes au Sugar Bowl, faut vraiment que tu viennes. Je suis, bah, les gars, mais je peux pas, ça coûte trop cher, c'est impossible, quoi. Mais vas-y, faut que tu viennes, viens, on va créer une cagnotte. Et puis un jour, je me suis dit, bon, tu sais quoi, j'ai rien à perdre, il était 4 heures du matin, j'ai créé une cagnotte. Et puis le lendemain, 24 heures après, j'avais 3000 euros sur mon compte. Et donc, Waouh. quelques jours après, je suis parti, c'était le 31. Je suis parti d'ici le 31 décembre. Le match était le premier, si je dis pas de bêtises, là-bas. Et du coup, je suis parti voir Ole Miss contre Baylor au Sugar Bowl cette année, et c'était incroyable. Ah, ça devait être fou ça. Ouais, après, en plus, petite anecdote, c'est que j'ai eu des places en loge le jour même. Donc vraiment, j'ai eu vraiment la totale. Enfin, un truc incroyable. Et Je beaucoup de t'aimais bien, chance. mais là, je commence à avoir un peu le seum. C'est clair, c'est clair. On va passer à autre chose. Et non, du coup, la question que je posais avant, les plus grosses différences quand on regarde un match d'université par rapport à un match de NFL, à part Bah, le fait que ça score un peu plus, quelles déjà, ouais, seraient-elles? déjà, il y a de ça, le côté offense en NCA est peut-être un petit peu plus développé. Les coachs ont tendance à tenter un peu plus de choses, mais il y a aussi le fait que les défenses sont plus faibles que la NFL. La NFL, on se rend pas bien compte, hein, mais c'est vraiment. Tu vois, on a tendance à prendre des joueurs en NFL en disant, ouais, eux, ils sont claqués, mais en fait, ils sont claqués par rapport au top, par rapport au gratin. Ces mecs-là, c'était des superstars en CFB. On parle de mecs comme, moi, tu vois, quelqu'un que je déteste, Eli Apple. Bah, le mec, même en CFB, lui, c'était une star, tu vois. Et pourtant, ici, il est éclaté. Donc, il y a vraiment une différence de niveau entre les attaques et les défenses en college football qui est vraiment énorme. Et sinon, au-delà des différences de règlement et tout, je pense que déjà l'ambiance, chaque fac a vraiment son identité, chaque stade a son identité. Tu as des couleurs reconnaissables, tu as des mascottes reconnaissables. C'est vraiment, tu vas sur une fac de la côte ouest, c'est vraiment différent d'une fac de la côte est.
as des identités qui s'inscrivent dans les âges. Tu vois, sur 10-20 ans, tu vas avoir une fac qui est spécialisée en, par exemple, offense à la course. C'est des facs qui vont venir et te rouler dessus, et ça va être ça pendant 20 ans, et les mecs vont s'y tenir, vont recruter des joueurs pour ça. Ouais. Et franchement, il y a vraiment des trucs où tu t'y retrouves pas du tout en fait entre la NFL et la NCAA. Il y a vraiment un côté vachement plus explosif, j'ai l'impression, en college football parfois, là où la NFL c'est un petit peu plus aseptisé. Donc au-delà des grosses différences de règlement, moi c'est surtout ça que je vois. Après Val, je sais pas si tu as d'autres... Ouais, je pense que, tu sais, vu qu'aux États-Unis, il n'y a pas une grosse histoire, les mecs, ils sont vachement rattachés à très peu de choses, et ces très peu de choses, souvent, c'est l'armée, c'est l'Amérique, et c'est leur université. Donc, en fait, il y a pas que des étudiants bourrés dans les stades. Tu as des gens qui ont 70 ans, 80 ans, qui sont des alumni, qui viennent tous les week-ends au stade. Mais mis à part ça, je pense que l'ambiance est vraiment beaucoup plus incroyable. Tu as les tailgates avant match. Enfin, c'est vraiment tout à fait autre chose. Moi, j'ai eu la chance à Nola de faire ce match-là de Ole Miss contre Baylor, qui était au final, enfin, le Mississippi, la Nouvelle-Orléans, c'est pas loin, tu vois, c'est à côté. Mais j'ai eu la chance aussi le lendemain de faire les Saints contre les Panthers. Et il y avait un monde d'écart dans l'ambiance. C'est-à-dire que, en fait, tu as l'impression, quand tu vas voir du college football, que tu vas, je sais pas, que tu vas voir le Napoli jouer, et puis le lendemain, tu vas avoir un match de l'équipe de France, tu vois. Ouais. La NFL, c'est plus aseptisé, c'est cool, l'ambiance est cool, mais on va dire que tu es peut-être un petit peu plus, entre guillemets, hooligan sur le college football. Vraiment, entre guillemets, c'est... Non, c'est clair, c'est la même chose au basket, c'est ce qui se ressemble le plus au foot européen, dans les équipes où il y a des vrais clubs de supporters et des trucs comme ça. Ça c'est sûr. Hein, et comme tu disais, une fois qu'on a été dans une université, on l'est à vie. C'est ça. Moi, j'ai ma cousine qui était à Duke en athlétisme, et tous les ans, on regarde le basket. Tous les ans, le football américain, ils sont pas très bons. Mais ouais, surtout avec le basket et puis tous les autres sports, les mecs ils sont à fond. Tous les gamins, ils ont les vêtements de Duke depuis qu'ils sont petits, machin. Donc non, c'est sûr que c'est une vraie culture, le sport universitaire là-bas. Et sinon, si on revient un peu sur les joueurs de foot, quelles sont les qualités qui se traduisent le mieux entre le jeu universitaire et la NFL? Est-ce que, par exemple, c'est plus le physique pur qui finalement se traduit bien parce qu'au niveau NFL, les mecs sont plus monstrueux niveau physique, ou est-ce que dès le niveau collège, on peut voir des mecs qui sont techniquement excellent, ou avec un bon jeu de jambes, ou des trucs comme ça qui eux peuvent aussi tirer leur épingle du jeu? Alors, moi, je pense que la transition déjà que tu as entre le lycée et la fac, dont le high school et le college, c'est principalement sur un point de vue physique. Tu as des mecs qui ont 15 ans, c'est des monstres athlétiques. C'est-à-dire que tu as l'impression que les gars, ils ont 22 ans. Ouais. Et entre le college et la NFL, tu as tout. Tu as le mental, tu as la technique, tu as le physique. Tu peux pas te pointer en NFL en ayant, je sais pas, en étant juste bon physiquement, ou en étant juste un petit peu technique. Il faut tout. Et maintenant, je pense que vraiment au collège, tu as des gars qui s'en sortent parce qu'ils sont très techniques, et tu as des gars qui peuvent s'en sortir parce qu'ils sont au-dessus physiquement des autres. Et puis tu as la crème de la crème, ceux qu'on va avoir plus au premier tour, qui ont un peu de mental, un peu de technique et puis un peu de physique. Et c'est ça qui fait la différence. Mais tu as plein de gars qui ont des super carrières universitaires parce que, par exemple, ils sont très bons physiquement, mais ils n'ont pas le reste. Et en effet, c'est personne. Et Ouais, sur ça, moi je suis assez d'accord avec Valentin. Après, moi je suis plus de l'école technique plus que le physique. Chaque année, on voit des monstres physiques, des monstres athlétiques faire des combines de fous et arriver en NFL et ne plus rien faire derrière. Moi, franchement, je suis plus de l'école. Je préfère avoir un joueur qui est poli techniquement, quitte à avoir des capacités physiques un petit peu moindres, mais que je vais pouvoir utiliser parce que le mec, c'est un joueur de foot et parce qu'il transpire le foot, plutôt qu'un gros athlète, mais qui est incapable de catcher un ballon. C'est un peu le débat qu'on a chaque année, et c'est un peu notre cheval de bataille avec Valentin, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont tendance à mal interpréter les données du Combine et des Pro Day. Et encore une fois, cette année, on va en parler un petit peu plus tard, peut-être un petit peu moins en attaque, mais c'est plus le cas en défense cette année. Mais voilà, le Combine, ça fait pas tout. Avoir un athlète, c'est bien, et on sait à quel point la NFL est physique, mais je préfère avoir un joueur un petit peu plus poli techniquement, on va dire. Et dernière question, juste pour rebondir là-dessus, justement,
est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de développer des joueurs une fois qu'ils arrivent en NFL? Justement parce que tu dis, moi j'aime bien les mecs qui techniquement sont bons, à la limite, on pourrait se dire le physique, il est ce qu'il est. Si tu as un athlète, un mec monstrueux et tout, bah, il est monstrueux et on peut essayer de lui apprendre la partie football. Et l'inverse, c'est beaucoup plus difficile. Mais ce que j'ai l'impression qu'on a vu les dernières années, et vous pouvez me corriger si j'ai tort, mais entre l'impatience des fans, le fait qu'il faut des résultats immédiats, etc., j'ai l'impression qu'on a du mal, et aussi qu'on a été un peu spoilé les dernières années avec des mecs qui sont arrivés en NFL immédiatement performants, des Joe Burrow, le mec des Chargers. Maintenant, en avril, j'oublie tous les noms. Merci, Justin Herbert. Jamar Chase, etc., des running backs qui arrivent et immédiatement ont un impact. Du coup, des mecs qui mettent un peu plus de temps. Et on parlera tout à l'heure de joueurs comme Malik Willis, peut-être qu'ils ont besoin d'une année ou deux sur le banc pour apprendre le jeu. Ces mecs-là, est-ce qu'on leur donne le temps? Est-ce qu'on arrive encore à les développer aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez remarqué une différence entre les 5 et 10 dernières années avec ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je pense que Alex et moi, on a un super exemple, c'est Rashan Gary de Green Bay, qu'on a recruté, je crois, 12e position, si je dis pas de bêtises, 12e pick, et qu'on a laissé quasiment apprendre 2 ans avant qu'il ait vraiment des reps, et puis qu'au final, là, ça s'apparente comme étant un des meilleurs pass rushers de NFL, qui va être titulaire indiscutable l'année prochaine. Mais il avait 21 ans, il me semble, voire même peut-être un petit peu moins, et il avait un potentiel physique incroyable. Maintenant, développer quelqu'un qui a 23 ans en NFL, si tu te dis, OK, je veux le développer 1 an, il a déjà 24 ans. L'année d'après, à la draft, tu as un mec de 20 ans qui se pointe avec les mêmes qualités. Le mec, il saute. Donc, je pense qu'il faut un petit mix quand même de performance au college football, l'âge très important et les capacités athlétiques. Mais ça reste toujours possible. Tu as des mecs qui arrivent toujours un petit peu sur le tard, 3-4 ans après. Le potentiel, l'équipe dans laquelle tu vas tomber, le coaching staff, c'est des êtres humains. Tu ne sais pas comment tout ça va se passer. Donc, tu ne peux pas prédire à 100% comment va se passer la carrière d'un joueur. C'est impossible. Il y a beaucoup, pour rebondir sur ce que dit Valentin, en fait, tu as beaucoup trop de variables pour partir sur un joueur et te dire, OK, lui, c'est sûr qu'il va performer, lui, c'est sûr qu'il ne va pas performer. À côté de ça, bien sûr que c'est possible de te faire progresser des joueurs en NFL, peu importe le niveau. Hein. Tu vois des Hall of Famers qui, 2-3 années avant qu'ils partent à la retraite, continuent de progresser. C'est quelque chose qui, je pense, fait la différence entre les très bons et les mauvais joueurs. C'est qu'un très bon te dira qu'il a toujours quelque chose à apprendre. Tu es constamment en apprentissage, quoi qu'il arrive. Tu as des joueurs qui arrivent comme étant des cracks physiques. Ils restent en NFL 5, 10 ans, puis leur capacité physique commence à décroître un petit peu, et c'est là qu'ils commencent à apprendre autre chose, leur vision, la façon de regarder des films, la façon d'anticiper des choses qu'ils ne faisaient pas avant parce qu'ils avaient les capacités physiques pour récupérer, en fait, tu vois. Donc oui, forcément, je suis totalement pour. Un joueur peut progresser, même arriver en NFL, même après 5 ans, même après 10 ans en NFL. Ok, et on a une question de quelqu'un qui nous suit en direct, Alexandre. Le plus beau stade de college football selon vous? À mon avis, il va y avoir des mésententes, désaccords. On va pas faire le homer, hein, mais t'as le stade de Michigan qui est incroyable. T'as le Rose Bowl. Le Rose Bowl. Il faut donner la capacité du stade de Michigan. C'est plus de 100 000. 120 000. C'est 120 000. Ouais, 120. Ouais, mais c'est compliqué. Le plus beau stade, statué sur. En fait, il y en a trop. Moi, j'aime bien celui de. Je vais dire une connerie, mais je crois que c'est dans le Montana. J'ai oublié le nom de l'université. Mais Montana State. Ouais, je crois Montana State. Ouais, où selon l'angle du soleil et tout, t'as la montagne juste derrière et le machin. Enfin, ça donne tellement envie d'y aller, de mettre les gros manteaux, se chauffer et tout, boire quelques bières. C'est un tout petit stade, mais genre, c'est un petit stade. Dans l'Utah, t'as Utah, BYU, où t'as toutes ces montagnes derrière qui enveloppent le stade. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Ouais, après, si tu veux parler vraiment de stade en lui-même, au niveau de l'architecture, je mettrais quand même le Rose Bowl avec ses vieilles colonnes à l'ancienne. Je pense que c'est le plus beau. Le nôtre aussi, j'aime bien. Hein. Death Valley, il est incroyable, notre stade. Oui, je suis désolé. C'est pas ton homer, sinon mais non. Le West Stadium, gros, alors qu'il est moche. Mais tu peux aussi, mais après, t'en as plein. C'est les goûts et les couleurs. Statuer sur le plus beau, c'est compliqué, mais ouais, il y en a pas mal des mythiques. Ouais, t'en as facile
tu as un bon top 10 au moins de stades qui valent le coup d'œil en college football. Et top 10, je suis gentil, vraiment pour le coup. Ouais. Alors, on va passer au sujet principal, la draft 2022 et les joueurs qu'on a envie de suivre. J'ai préparé quelques visuels parce que en fait, ce qui m'intéressait, et après je laisserai parler Aptine qui est déjà en train de se marrer avec mes visuels. Non, mais j'ai l'impression d'être au taf, c'est pour ça. Alors, je partage mon écran, grave. mon écran. Alors, slide 1, vas-y. Alors d'abord deux choses. Là, on parle dans ce podcast, on parle de fantasy football et c'est souvent assez différent, même si moi et Aptine le sait, dans nos ligues, on essaye toujours de trouver un scoring un peu différent du scoring de base pour essayer de le rendre un peu plus proche de la réalité. Mais d'abord, on parle que de joueurs offensifs. On n'est pas spécialement intéressé par les défenses, même si ça commence à venir. Et même les défenses, le scoring est encore plus faible parce que finalement, c'est un peu les mecs qui ont plein de tacles, qui ont des points, même s'ils ne sont pas spécialement bons. Et en offense, c'est un peu pareil. Pour un QB, on va regarder, en fait, pour tous les joueurs au niveau des rookies, pour savoir s'ils ont une bonne chance de performer dans leur carrière. Je pense que le capital de draft est important. C'est pour ça qu'on a cette conversation aujourd'hui. S'ils sont draftés au premier round ou deuxième, voire troisième maximum, les GM vont avoir plus de pression pour les faire jouer. Ils vont avoir un contrat plus long. Ils ont une meilleure chance de se retrouver sur le terrain à un moment donné. Et donc ça, c'est important de voir à quel moment ils sont draftés. C'est important de savoir par qui ils sont draftés aussi, parce que forcément, un running back qui arrive dans une équipe qui a déjà un running back ou qui a une mauvaise ligne offensive ou qui a une offense qui ne tient pas la route, etc., ça ne va pas être la même chose que si un running back arrive par exemple aux Bills. Un rookie qui arrive aux Bills, il peut performer immédiatement. Aujourd'hui, s'il va au Texans, ça risque d'être un peu plus compliqué, même s'il a l'opportunité. Et ensuite, au niveau des postes, pour les quarterbacks, on va regarder, comme d'habitude, s'ils sont capables de courir. Ça rapporte plein de points en fantasy. Donc fondamentalement, il y aura peut-être des différences entre la réalité et les classements qu'on voit en dynastie. Pour un running back, c'est l'inverse. On va regarder s'il est capable d'attraper des passes. Ça va lui apporter plein de points et ça va lui permettre d'être sur le terrain plus souvent qu'un rusher pur qui est là sur first et second down. Et pour les receveurs, c'est un peu plus proche de la réalité en général, mais ce qui est important, c'est de voir, et ça forcément aujourd'hui on ne le sait pas, mais au moins de savoir quels joueurs sont capables de performer quoi qu'il arrive et lesquels auront plus besoin d'un QB qui est capable de leur donner les bons ballons. Parce qu'il y en a qui sont capables de battre plus ou moins n'importe qui en défense et d'aller chercher des ballons un peu imprécis. D'autres qui ont vraiment besoin que le QB soit à la hauteur. Et du coup, ça sera intéressant de voir le jour de la draft où ces joueurs-là tombent. Donc si on commence par les QB, et je sais que là déjà ça va faire hurler les deux Trick Play Podcast, de voir Malik Willis et Kenny Pickett qui sont le top 2 des classements dynastie en ce moment. Et de plus en plus Malik Willis qui est d'ailleurs l'unique numéro 1 grâce notamment à sa qualité de course et à sa capacité athlétique. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit profil de ces deux joueurs-là, qualité, défaut, et n'hésitez pas à donner les défauts de Malik Willis, parce que quand on regarde les classements fantasy, il y en a beaucoup qui disent ok, numéro 1 clair, mais toute cette classe de QB est inférieure à ce qu'on a eu l'année dernière. Donc, par exemple, où est-ce qu'on les situerait si les deux drafts étaient combinés, sachant qu'il y avait Zach Wilson, Trevor Lawrence, Trey Lance, etc. l'année dernière. Et qu'est-ce que vous pensez de ces deux joueurs rapidement en 1 ou 2 minutes, et puis après on regardera le reste des QB. Et Ryan, il est tellement expressif, franchement, je suis pressé d'entendre. C'est con parce que au final, je vais plus laisser Valentin parler parce que les quarterbacks, c'est son dada. Moi, je vais plus parler de Malik Willis parce que sur les deux joueurs, sur ce duel-là, c'est peut-être celui que j'ai le plus vu. Déjà, Malik Willis, pour moi, ce serait à peu près au range de Trey Lance, à peu près. Et encore, franchement, de ce que j'avais vu de Trey Lance à l'époque, je trouvais quand même qu'il y avait des plus jolies choses chez lui. Maintenant, ouais, voilà, Malik Willis, ça m'étonne pas que sur un classement dynastie, on le voit très haut parce que le mec,
il a un bras canon, donc il va être capable de t'envoyer des bombes. Il a un athlétisme qui est assez fou, donc forcément, l'équipe qui va le drafter va utiliser ça aussi. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a des vrais red flags avec Malik Willis. On est sur parfois une lecture qui est vraiment bancale, donc il y a des risques d'interception, surtout en NFL. Et on sait que les interceptions, ça peut aussi te retirer des points en fantasy, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Profil qui est assez différent de Kenny Pickett. Val, je te laisse y aller si tu veux sur Kenny Pickett. Ouais, Kenny Pickett, je pense. En fait, c'est pas forcément un mec qui va te rapporter beaucoup de points en fantasy. Alors, c'est un gars qui est capable de courir, mais qui ne fait pas de la course sa force. Donc, c'est pas quelqu'un qui va aller chercher, je sais pas, 100 yards à la course par match. Et au niveau du jeu de passe, c'est plus quelqu'un qui va performer dans les passes courtes et intermédiaires. Donc, c'est plus quelqu'un qui va peut-être te compléter 20 passes, mais il va te sortir quoi, 130 yards, 140 yards, 150 têtes. Et il y a aussi d'énormes red flags sur ses analyses pré-snap, sur les analyses des défenses. Franchement, honnêtement, je pense qu'il doit y avoir très facilement une vingtaine de ballons qui doivent être interceptés par les défenses, qui ne le font pas, mais qui le sauront en NFL. Donc, tu as aussi un gros problème comme Malik Willis de ce côté-là sur la sécurité du ballon. Donc, c'est à voir. Et je pense que Kenny Pickett sera plus sur un style conservateur en NFL, donc moins intéressant au niveau fantasy. Et par rapport à Malik Willis, je pense que Ryan a très bien résumé le personnage. Et je pense pas que de le prendre sur sa première année, logiquement, il devrait être assis. Donc, logiquement, il ne te rapporte pas de points sur sa première année, quoi. Et après, c'est ça aussi, il faut regarder. Si on part sur une fantasy de type dynastie, l'upside de Malik Willis peut être plus élevé que celui de Kenny Pickett. Kenny Pickett, on est sur un joueur de 24 ans dont son jeu, je pense, ne changera pas des tonnes en NFL. Après, on peut se tromper, mais voilà, ça restera sur ce que vous a dit Val. Malik Willis, si on a un bon développement, qu'on le fait s'asseoir un an, certes, sur sa première année, il ne te rapportera pas de points. Par contre, derrière, s'il s'améliore au niveau de ses lectures, de sa lecture de défense pré-snap, c'est le genre de mec, vu l'athlétisme qu'il a, on ne sait pas, peut-être en année 2, en année 3, ça peut par contre devenir un sac à points, tu vois, en fantasy. Et il y a un petit truc que j'aimerais rajouter par rapport à Malik Willis, c'est qu'il lit tellement mal les défenses qu'il a tendance à surutiliser ses jambes. Donc, il va chercher des points avec les jambes, pas parce qu'il est fort athlétiquement, on sait qu'il est fort athlétiquement, mais juste parce qu'il ne voit pas ce qui se passe devant lui, il ne sait pas quoi faire, donc il se dit bah, j'utilise mes jambes. Alors, ça marche un petit peu en college football, jusqu'à temps que les défenses assimilent le truc, comme quoi le mec il va plus utiliser ses jambes, mais en NFL, ça ne marchera pas. C'est pas un Lamar Jackson, c'est pas un mec. C'est plus un espèce de Cam Newton, si je peux faire un petit comparatif au niveau du gabarit et du rapport vitesse-poids qu'on aura sur le terrain, mais c'est pas quelqu'un qui va, je sais pas, qui va transcender, tu vois, sur une course ou quoi. Il va chercher des yards, mais je crois pas qu'il ait cette capacité à cut des mecs, à les mettre dans le vent, comme pourrait peut-être un peu plus l'avoir un autre QB de cette draft. C'est ce que je voulais préciser, c'est que pire que les interceptions concernant Malik Willis, c'est les fumbles. C'est-à-dire que par rapport aux défenses NFL, le fait que justement il soit sous pression, quelquefois il est dans un certain affolement et il utilise ses jambes, il n'aura pas la vision des défenseurs, des edges qui soient venus sur le côté, quoi que ce soit, mal protégé par sa ligne offensive. Et alors là, la perte de ballon, ça va être méchant. Hein. Ouais, je vais répondre à ce commentaire-là, si vous me le permettez. Non, Pickett, en termes de lecture, il n'est pas bon. Il est très inconsistant. Il y a un nombre de fois, tu le vois lancer sur des doubles ou triples couvertures, alors qu'il joue à Pittsburgh. Il n'a pas joué les meilleures défenses. Il a joué des bonnes facs, mais il n'a pas joué les meilleures défenses. C'est ultra inquiétant. Vraiment très inquiétant. Et surtout, donc, à préciser, Val, qu'en cible numéro 1, il a un crack. Hein. On a un mec qui arrivera à la draft de l'année prochaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Val. Il se présentera sûrement l'année prochaine. C'est un véritable crack, le mec. On en reparlera en temps voulu, mais on est sur un first round annoncé. D'ailleurs, en parlant de niveau des défenses, Malik Willis aussi, c'est à préciser. Il joue à Liberty. Lui, c'est pareil. En termes de défense, il avait des défenses catastrophiques en face de lui. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, au niveau du range de ces deux joueurs, si on les classait dans la QB classe de 2021, ça serait bas. Hein. Franchement, ça serait bas. Il serait derrière les 5 majeurs qui ont été draftés l'an dernier. Je pense. Okay. Mis à part Corral, que je mettrais devant Trellens. Non, mais on allait y venir, justement. Mais oui, sinon, oui, ces deux-là, oui, derrière.
Voilà, Donc justement, Matt Corral, là je retrouve votre classement, hein, du coup, côté gauche, et j'ai mis côté droit le classement actuel sur Keep Trade Cut, qui essaye de sourcer parmi les fans les classements dynastie. Donc on voit Willis, Pickett, ensuite Matt Corral qui vient en 3e position, avec Desmond Ridder qui monte aussi, je crois un peu pour la même raison que Willis, c'est parce qu'il est capable de courir. Mais parle-nous de Matt Corral, Valentin, parce que toi, Ouais. tu le connais bien. Ouais, bah oui, du coup, ouais, je le connais vraiment pas mal. Je pense que au niveau athlétique, il a rien à envier à Malik Willis. Si je prends ses deux dernières saisons, c'est un peu plus de milliard à la passe. Et ça doit être une quinzaine, voire 20 peut-être touchdowns. Je crois sur sa dernière année, c'est 11 TD à la course. Il a un profil de gunslinger, donc c'est quelqu'un qui envoie pas mal à la passe, qui a un gros bras aussi, qui analyse beaucoup mieux les défenses. Il a joué en SEC. Il a prouvé qu'il avait une très grosse progression cette année, parce que l'année d'avant, on avait un gros problème sur ses lectures, justement, de pré-snap, sur ses lectures des défenses, sur ses analyses. Il avait beaucoup été intercepté, et notamment sur 2 matchs, il avait été intercepté 11 fois, si je dis pas de bêtises. Là, cette année, je crois que c'est que 5 interceptions, si je me trompe pas, pareil, sur les chiffres. Il a énormément progressé. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a beaucoup de leadership et qui progresse vite. Malheureusement, je pense qu'il sera sûrement assis aussi, comme la plupart des quarterbacks de cette draft. Mais d'un point de vue dynastie, si on parle dynastie, je prends Matt Corral, mais 1000 fois devant Malik Willis ou Kenny Pickett ou Desmond Ridder ou peu importe. Je peux. Je sais même pas comment. Enfin, je sais, parce qu'il y a eu le combine et que Matt Corral n'a pas participé au combine, donc sa cote a baissé. Mais honnêtement, vous voulez voir un match, vous regardez Ole Miss contre Liberty cette année. Vous avez votre réponse sur les 2 quarterbacks. Après, moi, je vais justement être un petit peu plus mesuré peut-être que Val, mais c'est pareil. Matt Corral, c'est quelqu'un qui, l'année dernière, j'avais de gros doutes. Cette année, il a fait taire toutes les critiques que j'avais envers lui. On a quelque chose que les coachs NFL regardent beaucoup, c'est l'adversité. Comme il a dit Val, il joue en SEC, c'est potentiellement la meilleure conférence du college football avec les défenses qui sortent le plus de joueurs NFL ready. Il a amélioré tous ses défauts qu'on lui trouvait l'année dernière. Il est plus jeune que Kenny Pickett, en ayant déjà de meilleures lectures, de meilleurs lancers. Il a un athlétisme qui est relativement proche de ce qu'on peut trouver chez Willis, et Val, comme l'a dit, on s'approche sur du milliard à la course. Donc, en fait, on a tout pour potentiellement avoir un bon QB en dynastie, tu vois. Moi, personnellement, comme Val, si je devais choisir un QB pour ma dynastie, je partirais sur Matt Corral. Maintenant, il faudra voir où est-ce qu'il tombe. Ça, c'est Marc, je crois, au début de l'épisode, tu l'as dit, il faudra voir où tombent les joueurs. Voilà, si Matt Corral demain, il tombe à Seattle, compliqué. C'est compliqué, tu vois. Il risque de pas te faire autant de points que s'il tombait autre part. Donc, à voir. Juste pour répondre à la petite question d'Alexandre sur le système, oui, c'est un système RPO. Maintenant, je pense que la plupart allez, franchement, je pense que 90% des équipes en college football jouent en RPO. Et quand tu vois un mec comme Justin Herbert qui lançait quasiment que des screen pass et ce qu'il fait en NFL, je pense que ça ne veut plus rien dire. Et maintenant, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'équipes en NFL qui incluent des RPO dans leur système de jeu. Et je pense que c'est même, tu vois, plus dur des fois d'analyser, de se mettre dans une RPO que d'être dans un système un petit peu plus pass pro. Honnêtement, quand vous avez des caméras un petit peu isolées sur les quarterbacks et qu'il y a un jeu RPO, qu'il faut analyser ce que va faire ta O-line sur la droite, ce que fait la défense sur la droite. Admettons qu'il y ait un jeu de course sur la droite. Est-ce que ton running back il va avoir la place? Oui ou non? Qu'est-ce qui fait ton receveur de l'autre côté? Est-ce qu'il est couvert ou non? Est-ce que moi j'ai une possibilité? Est-ce que j'ai un QB spy en face? C'est hyper dur. Si vous avez joué un petit peu au football et si possible en tant que quarterback, et je vous assure que vous voyez flou. Quand il y a tout ça à analyser, c'est vraiment très dur. Donc, je ne pense pas que le problème du système pour le RPO soit vraiment un problème par rapport à la NFL. Par contre, un mec comme Belezap, parce que je vois son nom sur un commentaire, lui, il était sur un système Air Raid. Là, c'est vraiment autre chose. Là, ça peut être un petit peu plus compliqué d'arriver en NFL quand tu as progressé dans ce système-là en college football. Ok. Aptine, est-ce que tu as un autre joueur qui t'intéresse et où tu aimerais voir arriver quelque part? Toi qui es fan de Pittsburgh et on sait que vous avez besoin d'un QB, est-ce qu'il y a un joueur parmi ceux-là qui a ta préférence? Sincèrement, pas trop. J'ai regardé, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je connaissais pas forcément les noms. J'avais lu que la QB draft de cette année était plus faible. Et ce que j'ai fait, c'est, moi, j'aime bien regarder les vidéos et les highlights juste pour me faire un avis visuel.
de comment ça marche et j'ai été agréablement surpris de votre cinquième qui était Samuel. J'avais bien aimé sa façon de jouer. Et après, si je devais choisir un joueur, sincèrement, j'irais sur le plus complet qui était Matt Corral, de ce que j'ai vu et je vous rejoins en tout cas visuellement, c'est la personne qui m'a l'air le plus NFL ready. Après, j'ai vu qu'il y a la cote de Malik Willis. C'est peut-être une question que j'avais pour vous. C'est pourquoi, en fait, pas du jour au lendemain, mais en l'espace de 2 semaines, sa cote, elle a explosé au gars. Du jour au lendemain. Il a été fort à la combine. C'est ça. Non, c'était avant la combine, parce que moi, j'ai vu que Pittsburgh, en fait, on était en guerre de quarterback, on est toujours. D'un coup, ils ont parlé de Malik Willis, qui pouvait être une bonne option. Je pense que la semaine d'après, le mec, il avait pris 50 places dans toutes les drafts. En fait, que tu parles de Malik Willis comme une bonne option au deuxième tour, ça s'entend. Que tu parles de lui comme le numéro 2 de la draft, comme on peut voir quelquefois sur des mocks, là, c'est un petit peu plus inquiétant, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment eu et c'est pas le seul joueur sur le combine, parce qu'il y a aussi des perdants au combine, comme Matt Corral, si on prend que des quarterbacks. Ouais. Malik Willis, il y a eu beaucoup de, tu vois, sa vidéo où le mec il donne de l'argent à un SDF dans la rue. Il était dans une fac à Liberty, qui est une fac très, alors je sais pas si c'est catholique, mais c'est un truc du genre, c'est très religieux. T'as jamais vu une vidéo de lui faire ça, donc forcément, tu vois, ça plaît, ça fait parler, etc. Le mec, il a balancé des énormes bombes de 70 yards. Il y en a une qui a été complétée, mais ça fait bander. Le mec, il a couru vite aux 40 yards. Les gens, ils kiffent. Mais comme je l'ai dit, comme j'aime le répéter, on n'est pas sur une piste d'athlétisme. On a une défense, on a un terrain de football, on a des conditions météorologiques. Les passes, à Liberty, il ne les complétait pas. Et il y avait des défenses en face, et ce n'était pas les meilleures défenses. Donc, il y a du travail. Je lui souhaite que le meilleur. Je souhaite qu'il réussisse, que moi, je l'aimais beaucoup sur sa saison 2020. J'étais peut-être un des seuls à en parler parce que vraiment, je kiffais. Mais genre, c'est merci de combine comme un Trevon Walker, comme d'autres joueurs, comme plein d'autres joueurs. Et il y en a beaucoup qui ont aussi perdu des points. Et il ne faut pas oublier que tu es sur un terrain de football et pas une piste d'athlée, quoi. Et d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, ça c'est quelque chose que moi j'ai dit à Valentin en cours de saison 2021. Moi j'étais vraiment pas fan déjà de Malik Willis. J'étais justement un des rares dans le podcast à dire ouais, Malik Willis, je le sens pas. Et je lui disais là, tu vois, cette saison, il fait pas une saison ouf et tout. On le voit, son nom il disparaît un petit peu par rapport au début de saison. Je lui ai dit attends le combine. Attends le combine, tu verras. Il va courir un 40 yards en 4-3. Il va te lancer 2-3 bombes de 60 yards. Regarde son nom, comment il va grimper. Il m'a dit ouais, je sais pas, on verra. Voilà. Ah mais c'est exactement ce qui s'est passé. Quand tu vois la saison de Malik Willis, début de saison s'est bien passé, et à partir du match, je crois que c'était le match contre Ole Miss, donc mi-saison, il a complètement implosé et c'est devenu genre un des pires quarterbacks de college football statistiquement. Donc après, il y a eu le combine, le mec il est redevenu premier, pick numéro 2 par les Lions, enfin une folie quoi. Ouais, ça rend fou les gens le combine. Et peut-être un dernier point, nous on a bien parlé de comparaison, et c'est peut-être moi qui vais me lancer. J'étais parti du coup, vu que Marc nous a filé à tous des devoirs, donc moi je suis parti faire les miens. Et en fait, je vais vous dire des comparaisons que j'ai vues, et du coup ça me faisait un peu marrer, et vous me dites oui, non. Desmond Ridder, j'avais noté Mariota. Ouais, de loin. Wow. Ouais. Mais ouais, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Alors là, j'ai Samuel, et en fait, il y avait 2 noms sur 2 sites différents. C'est un grand écart de truc. Donc, il y avait Breeze. Non. Ah non. Et j'ai carrément oublié son blaze, mais c'était le QB des Chicago Bears, un grand blond. Merde, comment il s'appelle ? Cutler. Avec un long cou ? Ou Ouais. Cutler ? Non, c'était pas Cutler. McGlennon ? McGlennon, ouais. Non, du tout. Non. Pas du tout. Non plus, non. Voilà, tu vois. À la limite, si tu veux faire une comparaison physique, tu vois Baker Mayfield, et puis même un petit peu au niveau de la taille, etc., c'est peut-être ce qui peut se rapprocher plus. Malik Willis, j'avais Jalen Hurts. Ouais, ça, je crois que ça vient partout, mais Jalen Hurts avec un plus gros bras. Ouais. Je suis pas fan. Un peu plus athlétique et tout, mais ouais. Je suis pas. Ouais, je suis pas non, fan. peut-être pas, non. Non, moi, j'avais donné, moi, au tout début de saison, donc avant la saison 2021, là, je disais à Valentin que je pense qu'à terme, avec Willis, on pourra arriver sur un... Aide-moi, Val, le quarterback des Chargers, là, il s'est fait transférer. Attendez, je peux... Tyrod Taylor. Je pense que à terme, on pourrait se retrouver avec un joueur à peu près similaire. D'accord.
Ok, Kenny bon, je Pickett, vais pas j'avais drafter de Carr. QB avec mon premier round en Dynasty. T'en avais d'autres, Aptine, Non, mais ça, avant c'était toi? sûr, ça. Non, Kenny Pickett, j'avais Derek Carr et Matt Corral, j'avais Baker Mayfield. Mais la bonne version de Baker Mayfield. Ils avaient quand même mis entre parenthèses de good version. Moi, Kenny Pickett, j'ai vu la bonne version de Daniel Jones. Ouais, un peu plus Ouais, déjà. En vrai, on Mais est pas loin. la comparaison est pas mauvaise, ouais. Après, Ouais, il y parce a Belezab, ça peut être un petit Drew Brees. C'est D'accord. possible. avec du taf. Avec du taf. Oui, avec du taf, mais Ah oui, ils vont pas du rêve, les QB. Vas-y, Marc, moi, je te Passons, laisse faire ta draft tout seul. ouais, hein. passons au running back, parce que je sais pas comment vous êtes pour le temps. Moi, j'ai le temps, hein, mais je veux pas que vous gardez trop longtemps si vous êtes occupé. Non, mais c'est bon. En running back, il y a un top 2 en Dynasty, un top 2 pareil qui se dessine. Breece Hall qui est un peu le consensus numéro 1, mais qui n'est pas le consensus numéro 1 dans vos classements en tout cas. Et Kenneth Walker qui est en général le consensus numéro 2, voire un bis. Et il y avait un troisième qui était Isaiah Spiller, mais Valentin, tu pourras le confirmer. Quand tu te loupes à la combine, tu disparais de la circulation. Merci, le exactement ça. combine. Donc Breece Hall plus un profil capable, la raison pour laquelle il est là, capable de venir immédiatement être un 3-down back pour une équipe, un peu, pas forcément avec la même qualité, mais un peu à la Najee Harris l'année dernière. Donc s'il est drafté au bon endroit, gros volume dès le départ, très jeune, rapide, physique, et capable de recevoir des passes. Et Kenneth Walker, peut-être sans doute meilleur que lui au niveau rushing pur, un meilleur coureur, plus complet, plus physique, mais qui n'a pas montré à l'université ses capacités au jeu de passe. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas le faire, ça veut juste dire qu'on l'a pas vu. Et du coup, à choisir, les analystes partent plutôt sur Breece Hall. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux joueurs-là? Écoute, Breece Hall, je pense qu'on est sur un running back pardon, qui est globalement bon, qui a énormément produit en college football. Maintenant, on se profile sur un power back et qui ne peut pas prendre des courses à l'intérieur de la O-line. Ouais. Donc, c'est un petit peu emmerdant quand même. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu partes avec lui plutôt sur un système de zone sur la course. Il se démerde pas trop mal vraiment sur les extérieurs, donc tout ce qui va être course à l'extérieur de son tackle. Et sur ces courses intérieures, là, on pourrait plus entendre un mec qui fait 6'1, 220 livres. C'est vraiment très très dur. Il casse pas de plaquage. Il casse pas de plaquage. Il n'a pas la puissance adéquate pour vraiment performer dans ce système-là. Par exemple, sur du power run. Et en tant que receveur, il a montré, il a eu des stats et tout, mais c'est du petit receveur. C'est de prendre de la screen, c'est prendre une petite flat. Ça n'a rien d'extraordinaire. Tu vois, c'est correct, c'est bien fait, c'est exécuté pas très bien. Mais voilà. Et je pense qu'on est possiblement sur un mec, on est un peu sur un profil de boomer bust. Mais si vraiment on le voit vraiment comme un power back et qu'on lui envoie des courses sur l'intérieur de la O-line, le mec il va prendre 0 yard. Donc ça peut être une très mauvaise idée selon où il tombe. Kenneth Walker, après, je pense que oui, c'est le mec le plus athlétique, qui est capable de faire des spin moves, de bien cut, il est capable un peu de tout faire à la course. Par contre, c'est vrai qu'à la passe, on n'a pas vu grand-chose de lui. Donc, il va falloir vraiment qu'il progresse de ce côté-là s'il veut rapporter des points en fantasy. Mais je pense qu'on s'oriente peut-être sur le meilleur coureur avec Kenneth Walker. Son seul vrai point faible qu'on avait trouvé avec Ryan, c'était le pass-block. Mais sinon, il a tout ce qu'il faut en tant qu'agilité, explosivité, vitesse. Et c'est très possible qu'il puisse devenir un third down player s'il progresse à la passe. Maintenant, il a énormément couru à Michigan State, donc à voir si sa santé va suivre aussi. Parce qu'on connaît les running backs, ça se pète assez facilement. La longévité, c'est toujours un problème. C'est ça. Donc, mais je pense que Kenneth Walker serait largement un meilleur move que Breece Hall entre ces deux-là, en tout cas. Et alors du coup, on sait que le draft capital et surtout l'endroit où ils vont, mais aussi le draft capital est hyper important pour les running backs. Une grosse corrélation entre ça et leur performance en carrière. Actuellement, là, dans vos mock drafts, vous avez lequel de ces deux running backs qui part en premier et où vous les voyez partir en général? C'est plutôt deuxième round,
ou début du troisième ou fin du premier, je sais pas. Et dans quelles équipes vous les voyez partir en général? Je sais que Ryan est chaud, juste laisse-moi placer ça, Ryan, après Vas-y. je te laisse parler. En fait, mis à part un Najee Harris, ça mérite pas un premier tour. Ok. Donc, deuxième tour, après, si tu en as vraiment besoin, si tu as vraiment un lead, tu peux le prendre début deuxième tour, mais sinon, franchement, il y a pas à rusher sur les running backs. Il y en a tellement, et tous les ans, du même niveau, donc ça sert à rien de se casser la tête Et les GM le savent maintenant. Les Ouais. GM commencent à le savoir après. Là, je donne la parole à Ryan parce que lui, il aime bien ce genre de petits débats là. Alors les GM le savent, je suis pas sûr parce qu'on voit encore chaque année des mecs aller nous chercher des gens au premier, au deuxième. Et cette année, je pense que ça va être la même chose. Hein. Je suis persuadé que Hall et Walker, ils vont partir deuxième. Il y a de fortes chances. Maintenant, celui sur lequel je suis le plus fan, je dirais Kenneth Walker. Et pareil, moi, personnellement, si j'étais JM, je le regarderais pas avant le troisième tour. Je sais qu'en vrai, je te dis, je suis persuadé qu'il y a une équipe qui va craquer, qui va partir avant. Breece Hall, il est en train d'exciter tous les compteurs parce que, comme vous le dites, il a des stats à la passe, même si c'est peu, il en a. Maintenant, voilà, Val, il a parfaitement résumé les deux joueurs. Breece Hall, moi, ça me fait chier parce que si le mec, tu le mets pas derrière une O-line top 5 en NFL, c'est typiquement le genre de profil ultra explosif en college football, ultra excitant, tout le monde se touche dessus et le mec va arriver en NFL, il va rien faire, tu vois. Donc moi personnellement, je partirais plus sur un Kenneth Walker. Tout à l'heure, on en parlait, effectivement, les joueurs peuvent progresser. L'exemple même, moi je l'ai eu à la maison avec Leonard Fournette quand il arrive en NFL, il a 2 parpaings à la place des mains. Aujourd'hui, on le voit catcher de plus en plus de balles en sortie de backfield. Donc pareil, si tu es sur un délire de dynasty, fantasy, moi, personnellement, je serais plus fan d'aller piquer un Kenneth Walker. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que les running backs, putain, c'est trop dur, quoi. C'est vrai, là, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on veut savoir où ils vont. Mais est-ce que, par exemple, les Bills qui ont un potentiel besoin en running back, s'ils veulent vraiment passer, ils ont déjà une super offense et on se dit un autre running back, c'était peut-être le seul point faible de leur équipe l'année dernière, en tout cas en attaque. Est-ce qu'ils peuvent craquer sur un de ces joueurs-là en fin de premier round, par exemple, ou est-ce que vous pensez que ça va... C'est Singletary et Zach Moss qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Non. Moi, ça me paraît haut. Franchement, ouais. Même fin de premier tour, c'est haut. Tu me dis qu'ils vont le chercher fin de deuxième, je te dis pourquoi pas. Tu vois, je suis les Bills, un petit Kenneth Walker, un petit Isaiah Spiller, c'est encore là au moment où je pique fin de deuxième. Je me dis, allez, pourquoi pas. L'équipe, elle est déjà 7. T'as ton QB, t'as déjà Singletary, t'as ta défense, t'as déjà des playmakers un peu partout. Ils sont encore là, pourquoi pas. Alors Isaiah Spiller, justement, parlons-en. Il était dans le top 3, mais il a déçu pendant la Combine et au Pro Day. Du coup, il baisse dans pas mal de classements. Ce qui, du coup, pour la fantasy, veut simplement dire, pareil, si pour une raison ou une autre, il n'était pas drafté jour 2 et qu'il tombait au round 4 ou 5, est-ce que il aurait autant une chance en NFL ou pas, et est-ce que ces craintes sont justifiées? Est-ce qu'au contraire, sa valeur n'est pas meilleure aujourd'hui parce qu'elle a un peu baissé? Est-ce que c'est pas le moment de se dire, tiens, Isaiah Spiller, il va être drafté par quelqu'un jour 2, il va être starté relativement rapidement, c'est un bon coureur. Qu'est-ce que vous pensez? Et je sais que Valentin, toi, tu as fait tout un thread sur les mecs qui chutent perdus trop tôt à la Combine. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Je pense que Isaiah Spiller, alors c'est pas le même profil qu'un Kenneth Walker, mais je pense que c'est le mec le plus complet. Je pense que son seul vrai défaut, c'est un petit peu son inconstance dans le pass-block et le fait qu'il ait eu quelques petits fumbles dans la recherche de yards dans le contact. Maintenant, le mec, il peut juste absolument tout faire. Si je dis pas de bêtises, c'est un 6'1", 220 livres. C'est un mec qui est athlétique pour sa taille. Donc, ok, il n'a pas couru le meilleur temps, mais il est athlétique pour sa taille. Et encore une fois, on n'est pas sur une piste d'athlétisme. Il y a des changements de direction. Il y a une vision à avoir. Il y a une panoplie de moves. Il y a des stiff arms à mettre en place. Et ça te fait gagner des yards. Ça peut te faire marquer des touchdowns. Donc, je pense que vraiment, si tu veux un mec assez complet et que tu te dis, ce mec-là, je peux en faire mon numéro 1, mis à part Kenneth Walker, c'est Isaiah Spiller. Je suis d'accord. Hein. Okay. Attendez pas que je dise quelque chose. Il a tout dit. Ça marche. Je suis convaincu aussi sur Isaiah Spiller. Donc.
Du coup, vous, dans votre classement, là, on le voit à l'écran. Pour ceux qui écoutent, je vous invite à aller voir sur YouTube si vous voulez voir, ou alors directement sur le Twitter ou le Instagram de Trickplay Podcast. Il n'y a pas de tier 1 cette année en running back, et on va direct au tier 2. Du coup, vous avez Spiller et Kenneth Walker dont on a parlé. Il y a aussi James Cook, Jerion Ely et Kyren Williams dans ce premier tiers. Enfin, ce deuxième tiers, du coup. Pourquoi tu te marres Non, parce que en fait, il a fait son Homer, Valentin, il a mis Jaren Uli parce qu'il est de Ole Miss, c'est pour ça. Bah oui, non, mais c'est ça. De toute façon, moi, je vois toujours un mec de Ole Miss au top. Hein. Moi, je draft toute l'équipe de Ole Miss et je vais gagner. Vous dormez trop sur Jaren Ely. À mon avis, c'est le mec, il a sa place. Déjà, c'est le meilleur à la réception de toute la QV. Le mec, il a même été placé en tant que slot quand on avait Elijah Moore. Elijah Moore, j'étais parti en guerre pour faire comprendre que c'était le meilleur slot l'année dernière. Ça n'a pas loupé. Je pense que c'est un des meilleurs slots. Ça sera un des meilleurs slots en NFL. Mais on le voyait intervertir sa place avec Elijah Moore. Donc, il a joué slot. Il a fait des très beaux tracés. C'est un mec qui a tourné pendant 3 ans sur une escouade de running back à 3. Et à chaque fois, c'était minimum 700 yards. Donc, il arrive un peu plus frais que les autres. C'est un mec qui fait 5'8", donc il est un peu petit. Donc, il a les qualités de sa taille, mais il a les défauts de sa taille. Mais il me rappelle beaucoup un Aaron Jones un petit peu moins costaud, mais vraiment un peu plus explosif. C'est-à-dire que le mec, il est en 1 contre 1. L'autre, il lui brise ses chevilles. Il n'y a plus de défenseur. Le DB, il rentre chez sa mère, il sort du terrain, il est cut le lendemain. Je pense que c'est quelqu'un qui va partir sûrement au 5, 6e, 7e tour, mais franchement, il est tellement explosif et créateur sur le terrain. Pour moi, ça va être un futur crack en NFL. Alors justement, j'allais demander s'il y avait un Elijah Mitchell dans cette draft. Ça sera lui. Ça sera lui. Jerion Ely, ça sera parfait. lui. Moi, je mettrais mon billet sur Tyler Badie de Missouri aussi. Je pense que Tyler Badie va chuter, et comme il le dit Val, Tyler Badie, il a peut-être un gabarit un petit peu plus frêle que les autres, un peu plus petit, un peu plus léger, mais il a montré de très belles qualités en power run. Il a mis 2-3 jolies cartouches, il sait se servir de ses mains en termes statistiques. Il fait aussi partie des running backs qui ont pris le plus de réceptions de toute la QV. Il jouait dans une fac à Missouri où c'était vraiment pas ouf, il n'avait pas forcément de quarterback, il n'avait pas forcément d'autres menaces à côté de lui. Il joue dans une des plus grosses conférences du pays, on l'a dit, la SEC. Le mec, toutes les semaines, il affronte des Ole Miss, des LSU, des Bama, des Arkansas, et il a performé. Je crois même, Val, que dans ton scouting report, il faisait partie des running backs qui avaient le plus de courses à plus de 10 yards, donc adepte des big plays. Moi, personnellement, je suis en kiff sur Tyler Badie, et si Tyler Badie il est encore là, par exemple, tour 5, tour 6, tu sais quoi, moi je suis fan de Washington, vas-y, prenez-le, derrière Antonio Gibson, que le meilleur gagne, tu vois. T'es fan de Washington, c'est dommage. On va devoir arrêter le podcast. Très dommage. Il faut me virer même. Et les deux autres que vous avez dans le tier 2, James Cook et Kyren Williams, qui sont très bons justement dans un rôle un peu hybride à la passe aussi, d'après ce que j'ai vu. Ouais, Kyren Williams qui a énormément chuté à cause du combine, encore une fois. Ouais, parce qu'il est lent. Ouais, il est lent. Alors que c'est le mec. D'ailleurs, on le voit à droite, là, -4 depuis un mois. Il a chuté derrière certains autres joueurs dans les classements. C'est sûrement le mec le plus électrique qu'il y a eu au poste de running back sur le college football. C'est un mec qui est capable de mettre des stiff arms, mais incroyable. C'est quelqu'un qui va te mettre des changements de direction explosifs. C'est vraiment un joueur très intelligent, vraiment incroyable et très électrique. Et par rapport à l'autre, c'est beaucoup de potentiel. Potentiellement, il aurait pu être un des meilleurs running backs de cette QV, James Cook de Georgia, mais malheureusement, il est un petit peu injury prone. Il a eu une opération de la hanche en 2019, il en a eu une blessure à la main en 2020, et donc il a perdu un petit peu en vitesse pure, en explosivité. Mais c'est quelqu'un que s'il arrive un peu à soigner, à rester en bonne santé, tu aurais potentiellement au minimum un bon numéro 2, voire vraiment un très bon numéro 1. Mais là, on parle un petit peu plus de potentiel et de si tu restes en bonne santé. Parfait. Aptine, est-ce que tu avais des petites comparaisons pour les top joueurs pour cela? Non, rien du tout, non. Non. Ok, et dans ce cas-là, passons. Marc, j'ai juste quand même Alex. une réflexion par rapport au classement de trade cut.
Zamir White, je comprends pas, hein. C'est très haut, hein. En plus, Je veux dire, en hausse. là, il faut que les gens, faut qu'ils fassent attention quand même de pas trop suivre ce classement-là. Il ne reflète pas la réalité et la réalité de ce que va être la fantasy, je pense, hein. Faut falloir mesurer. Regardez vraiment d'abord quelles sont les équipes où il y a eu des running backs en committee, pas en committee, comme avait dit Valentin. C'est très important que physiquement, ils n'arrivent pas après la draft qu'ils soient cramés. Donc c'est pour ça que oui, par exemple, moi, un de mes chouchous, c'est Cook, le frère Cook. Il a un historique, un passif de blessure. Ok, ça évidemment, c'est la crainte. Mais en attendant, il a été en comité avec Zamir White et Cook, mais il a tellement plus de talent. Et regardez les derniers matchs de playoff en université, c'est lui qu'on voit, hein, c'est pas Zamir White, quoi. Cook, il est Zamir partout White, sur les il big a players. déjà eu 2 déchirures de ligaments croisés, c'est ça? Ouais, il me semble, pour le coup, ouais, James Cook, c'est vraiment son historique de blessure qui va, je pense, faire peur aux scouts NFL. Mais ouais, en termes de talent, je suis d'accord avec Alex. James Cook a plus de talent que Zamir White. Ce qui fait fantasmer les gens un peu avec Zamir White, c'est l'optique de potentiellement trouver ton nouveau Derrick Henry, parce que voilà, le mec, il est costaud. C'était le running back 1 à Georgia qui s'est beaucoup appuyé sur son jeu de course. Et le mec, c'est vraiment l'archétype du power back qui va aller taper des gueules et prendre de la dive à tout va. Donc ouais, t'as ce petit spectre et ce petit fantasme de dire, ouais, si je prends Zamir White, bah peut-être Sonny Michel plus rapide, je vois. Une version plus rapide de Sonny Michel. Putain, Sonny Michel, faut y aller, quoi. Pour moi, les deux joueurs se ressemblent pas du tout, tu vois. Mais ouais, non, Zamir White, je pense que c'est surtout ça qui fait fantasmer les gens sur un profil de, tu vois, fantasy dynasty, de se dire que voilà, ouais, peut-être dans 2 ans, selon où il tombe, t'as peut-être un mec qui va prendre 20, 23, 24 portées par match, faire des 100 yards, être la menace numéro 1 en red zone, je sais pas, c'est peut-être ça qui fait grimper son nom dans les boards fantasy. J'en sais rien, moi personnellement, comme Val, on n'est pas hyper fan de Zamir White. Très bien, je note. Alors, si j'ai mon premier pick dans notre dynastie internationale, Aptine, est-ce qu'on tente un Breece Hall ou un Kenneth Walker? Ou est-ce qu'on passe au receveur? Franchement, on va passer au receveur parce que là, QB et running back, ça m'a QB, l'air c'est sûr chaud. qu'on prendra pas. Non, mais après, ça dépendra de la draft, Marc. Mais je préfère quand même Oui, là, ça dépendra de la draft. Ouais. Je vois plus un Matt Corral qu'un Breece Hall là tout de suite, si j'ai pas le choix. Ok, passons au receveur. Une classe de receveur qui elle, pour le coup, devrait être plutôt bonne, avec peut-être 5 joueurs qui peuvent être draftés au premier round. Entre 5 et 7 joueurs, j'ai vu, selon les différentes mocks. Et là, il y a pas mal de joueurs. Il y a un duo de Ohio State, il y a un duo de Alabama aussi, et quelques autres. Je vois pas de Ole Miss là dans le top 3, donc c'est bon, on va pas avoir une conversation honnête pour une fois. Toujours objectif dans mes scouting. Et Ole Miss, les objectifs Ole Miss avec des receveurs cette année, Matt Corral, il aurait été tier 1 devant tout le monde et il aurait été Iceman Trophy si vous aviez des receveurs, Val. C'est ça. Nos 3 receveurs titulaires se sont blessés à un moment. À un moment dans la saison, on a eu 9 blessés sur 11 titulaires. Donc, Corral était un peu tout seul. Mais c'est vrai que si on a eu des receveurs, déjà, juste ceux qu'on avait Elfie toute la saison, il aurait fini à 40 TD et on ne parlerait même pas de Malik Willis en tant que numéro 1. Mais bon. Donc là, pour les receveurs, je vais vous laisser la parole. Peut-être chacun prenez un ou 2 gars qui vous plaît vraiment et donnez un peu le type de profil que c'est, si c'est dans quel style de jeu ils jouent, à l'extérieur, à l'intérieur, s'ils sont physiques, s'ils sont rapides, etc. Faut qu'on prenne des mecs les comprennent un peu mieux. Les connaissent un peu mieux. Faut qu'on prenne des mecs qui sont potentiellement des stars de fantasy ou des mecs qui nous plaisent juste comme ça. Ouais, si possible, si possible des stars de fantasy, mais aussi des mecs qui pourraient surprendre, même si vous les voyez pas forcément dans ce classement, mais des gars qui peuvent, s'ils arrivent dans la bonne équipe, avoir un gros volume, quoi. Un gros volume de passe. Je pense qu'il y en a un, honnêtement, qui tu peux prendre en plus pas trop tôt, c'est Calvin Austin de Memphis, qui est potentiellement une star de fantasy. C'est un mec qui a un profil plutôt de slot, mais c'est le seul slot de cette QV qui peut jouer à l'extérieur. Et je pense qu'il aura ce double positionnement, donc vraiment extérieur et inter. Ouais. C'est un mec ultra explosif. C'est un très très bon athlète. C'était une star en high school, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça. C'était vraiment une très grosse star en athlétisme. C'est un très bon route runner. C'est un mec qui a une release incroyable. Il fait mal balle en main. Une fois qu'il a balle en main, donc tout ce qui va être reverse ou ballon dans les mains, ce genre de choses, il va être vraiment très fort. Ses seuls petits défauts, c'est que de temps en temps, il a eu des petits drops. Mais franchement, c'est un mec qui peut t'apporter en special team. Alors, je crois que la special team, ça compte pas en fantasy. Si j'ai un Ça dépend des formats, mais ouais, si, ça peut parfois aider s'il marque des touchdowns. Mais honnêtement, je pense que si tu as un mec qui peut porter le ballon, qui peut jouer dans le slot, l'extérieur et te faire et t'exploser, je sais pas, un TD de 70 yards par match, mis à part les top players que vous avez là sur le tier 1, c'est Calvin Austin de Memphis. Pour moi, c'est le mec à prendre dans une fantasy. Ouais, mais tu vois, là, pour le coup, il a plus un profil de sleeper. Je vois pas les gens aller chercher Calvin Austin avec, par exemple, leur premier tour fantasy. Non, ouais, je parle un petit peu en dessous, tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'est que Calvin Austin, pour parler en fantasy, au moment de la draft ou redraft, pour de manière générale, on est plutôt tour 8-9. Attendre le tour 8-9 pour choper Calvin Austin. Si vous voyez qu'il y a un peu un rush sur les receveurs à la rigueur. Sinon, c'est vraiment un sleeper, comme dit Ryan, c'est un sleeper. Et d'ailleurs, deuxième potentiel sleeper qu'on a un petit peu dans le même profil qu'Adival, en joueur ultra explosif, capable de péter la baraque sur un jeu. Moi, je mettrais aussi Wan'Dale Robinson de Kentucky. Il n'avait pas forcément la même aide qu'ont les mecs qui sont tier 1, tier 2 en termes de receveur à côté d'eux ou menace au sol ou quarterback. Et Wan'Dale Robinson, pareil, c'est un joueur qui est ultra explosif. Il a aussi des armes à faire valoir en special team. Donc pareil, s'il faut parler des sleepers, pareil que Calvin Austin, peut-être même un petit peu plus bas parce que justement, lui, il n'a pas cette casquette de pouvoir jouer slot et extérieur. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué sur l'extérieur, on le voit vraiment plus slot, mais en fait comme Adival, tu es capable de lui donner le ballon, tu vois, directement main à main, faire des jeux en reverse avec lui, donc faut pas hésiter, il a l'athlétisme pour, mais ouais, plus tard, allez pas le chercher trop tôt parce que selon où il tombera, ça pourra être un petit peu plus compliqué. Selon où il tombe, mais s'il est bien utilisé dès sa première année, il peut faire très mal. Ouais, on parle d'un mec qui est quand même à milliard cette année, je crois, avec Kentucky. Et comme je vous dis, allez voir un petit peu le roster de Kentucky. Vous allez voir que c'est un peu compliqué, quoi. Après, là, je vois sur le classement, juste, je voudrais apporter une petite précision sur Drake London, qui a eu une blessure à la cheville, qui avait arrêté sa saison. Et ils avaient reporté le Pro Day de USC, et qui a été finalement encore une fois reporté, parce qu'il s'est reblessé. Alors, je ne sais pas s'ils vont finalement le faire sans lui. Donc, il y a une petite crainte sur une blessure qui a un petit peu de mal à soigner de la part de Drake London. Donc, ça, c'est point de vue fantasy. Par contre, on va parler du numéro 2. Ne draftez pas ce mec-là. C'est la plus grosse fraude. C'est la plus grosse fraude au poste. Je pense qu'il n'y a pas, mis à part mon ami de Georgia, George Pickens. Voilà, lui, bon, mais de toute façon, historique de blessure. Je pense que d'ici 2 ans, il est en tôle parce qu'il a fait une virée à Vegas avec 3 Uzi à l'arrière de sa voiture. Je pense que c'est pareil. Si vous voulez avoir un mec en tôle, c'est peut-être pas le gars à aller chercher. Mais sinon, Garrett Wilson, c'est, je pense vraiment le mauvais pick. Même au point de vue juste NFL draft, je pense que c'est vraiment le mec qui a une très bonne cote, mais c'est le mec qu'il faut pas prendre. D'accord. Sinon, du coup, on a parlé un petit peu des sleepers, mais c'était pas ça, du coup, la question Val de base. Oui. Fallait parler un petit peu des mecs tier 1 là. Qui sont des superstars, et est-ce qu'il y a des mecs qui sont au niveau de par exemple de Ja'Marr Chase ou de Devonta Smith ou Jalen Waddle qu'on a vu l'année dernière? Non, Ja'Marr Chase, t'en auras pas. Devonta Smith non plus, je pense pas, parce que c'était trop explosif. Chris Olave, attention. Chris Olave, c'est un très rapide. Très explosif, très rapide, très bonne technique, très bonne release, très bon runner, pas trop petit, je crois qu'il a 6'1", donc ça va, c'est pas déconnant. Je pense que c'est peut-être le mec qui est le plus intéressant. Non, mais même qui est le plus proche. Après, est-ce que ce sera au niveau de Devonta Smith, tu vois, directement en apport fantasy? Je sais pas, c'était 2 joueurs qui sont un peu différents quand même, tu vois. Tu me dis choisir entre les deux, je prends Olave. Hein. Okay. C'est chaud. Je prends Olave. C'est chaud, non. Je sais pas, moi. Franchement, moi, je te dis, je sais pas. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. moi, j'ai mon avis, mais pour vous, Olave, est-ce qu'il a exactement les mêmes
le même placement, le même jeu que Davante Smith. Parce que Non, il est- pas, il est, Non, il est, pas il est tout à peut-être fait. un petit peu moins ready sur l'extérieur. Par contre, tout ce qui va être slot, c'est très fort, mais sur l'extérieur, pour moi, il peut se démerder, mais ça sera peut-être un petit peu moins fort. est-ce qu'au lavé, on ne pourrait pas, pour les gens qui ne connaissent pas trop, en grossissant un peu le trait, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un peu plus proche de Jalen Waddle? Un petit peu, ouais, un petit peu. Voilà. Un petit peu. Ah, si c'est tu honteux de dire j'ai ça. vu, t'es en Non, train mais- de t'indigner. Oh, Waddle, on Attends, parle pas attends, de. Ne compare Waddle, pas c'est avec pas Joel. Waddle. Non, C'est mais pas je Joel me Clodo, Ne Waddle. me compare pas Ola avec Waddle, gros. Valentin, J'ai vu Tyler Lockett, une version un peu plus grande que Tyler Ouais. Lockett, de Tyler Lockett. Ah, j'aime pas les comparaisons de façon. Non, mais Du coup, si c'est t'aimes pour pas les le- c'est comparaisons, pour je le vais t'en concept. faire plein. Je vais t'en faire plein comme ça. Non, mais Alex a bien dit en grossissant le trait. Oui, c'est- Ouais, ok, c'est- si vous voulez. Moi, j'aime bien Waddle. En fait, c'est ça le truc. C'est que Olave, j'aime bien. Et Waddle, c'est un joueur que j'aime bien. J'aime beaucoup, tu vois. Donc, en grossissant le trait, si, un petit peu. Un petit peu. Pour moi, il est 10 fois plus technique qu'à Waddle. 10 fois. Je pourrais dire 100 fois, j'exagérerais même pas. Mais t'es dur. Donc le gars, il va faire 10 milliards à la réception. C'est clair. Dans mon système, un Olave inclus en tant que slot et extérieur, je pense que ça peut être facilement 700 yards dès sa première saison. Vraiment oui, facile. bah oui. Bah, Ah voilà, bah, Mais regarde Waddle c'est ce qu'il bien. fait avec Bah, toi, gros. Moi, de toute façon, je suis pas objectif. J'aime bien Jalen Waddle. Ouais, bah, moi je suis objectif. et J'ai rien aussi, contre Waddle, mais et aussi, pourquoi je disais ça, c'est pour rejoindre ce que posait comme question Marc, en fait, et c'est à la fois au niveau star, mais aussi dans la volumétrie. Parce que Waddle, il a le record en termes de réception sur cette année en tant que rookie. Il a 74, je crois, déjà. Enfin bref, c'est un truc de folie pour un rookie, alors que bon, l'année, ça a été compliqué quand même pour les Dolphins. Du coup, Olave, est-ce qu'on est aussi dans cette volumétrie? Je pense. S'il a un quarterback qui sait lire le terrain et qui s'arrête pas à ce qui se passe devant lui à son tracé slot, je sais pas. Mais s'il a un quarterback comme tu as qui lance que des slants ou qui lance au mec qui est 10 yards en face de lui, bah oui, il peut faire la même chose. Tout dépend de là où il va tomber avec quel QB. Ouais. Mais ce sera un mec. C'est tous les receveurs quasiment. Ouais, mais en fait, ce que veut dire Valentin, c'est que Olave, ouais, en fait, peu importe quel QB, que ça soit un mec qui t'envoie des slants ou quoi, ou un mec qui va le chercher un peu plus deep, dans tous les cas, Olave, en fait, il va performer dès son année 1. Ça, je pense qu'on est tous d'accord à TTP, tu vois. Il est ultra technique, il sera toujours libre. Enfin, toujours. C'est ça. Il a une release qui est impressionnante techniquement. On en parlait en début de stream, Marc, tu vois, sur les points de vue techniques. Je te parlais des joueurs qui étaient polis techniquement. Ouais. Olave, t'auras peut-être pas plus poli dans la draft que ça, voire peut-être un autre. On va en parler parce que David Bell, c'est quand même quelque chose. En parlant des mecs qui sont perdants après le combine. Ouais. Alors c'est ça, j'allais vous poser la question sur David Bell parce que je le vois top 4 chez vous, je le vois numéro 2 chez Alex. Mais je le vois 10e sur ce classement dynastie avec une petite flèche vers le bas, ce qui en général signifie qu'il a faibli après le combine. Ouais. Ah ouais, c'est encore il fait partie des grands perdants. Tu sais, les mecs qu'on dit aux États-Unis, tu peux voir les Américains, ils disent ils play fast, tu sais, ils jouent rapidement. C'est pas forcément, ça veut dire que le mec il est ultra rapide, qu'il court vite, ça veut dire que son tracé va être très bien effectué et par rapport à un mec qui va peut-être te faire un tout droit, bah, ça va être bien plus efficace parce que le tracé va être très bien effectué avec la bonne vitesse, avec les bonnes variations, avec la bonne séparation. Donc en fait, le mec, tu as l'impression qu'il joue rapidement, alors qu'il est peut-être moins rapide qu'un Jameson Williams, par exemple. Mais David Bell, c'est le mec le plus technique derrière Olave pour moi, au point de vue route runner, panoplie de route, release, séparation. Et en plus, il a des très bonnes mains. Et juste comme ça, si on peut appuyer le point pour vos auditeurs qui écouteront le replay ou même qui nous écoutent en direct, David Bell a couru un 40 yards en 4,65. Cette année, Cooper Kupp a tout défoncé. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur receveur. Cooper Kupp a couru un 40 yards en 4,62. 4,62, 4,65. Les mêmes remarques avaient été faites à Cooper Kupp. Oui, il vient d'une plus petite fac, il est lent, machin. Et on connaît les John Ross, etc. On voit ce qu'ils font maintenant. Regardez aujourd'hui, 4,65, 4,62. Et on vous dit que techniquement, David Bell, il n'a rien à envier à un Chris Olave. On verra bien. Lui aussi, ça va dépendre d'où il tombe. Ça dépendra de son coaching staff, s'il lui fait confiance, à quel round il sera pris. Mais David Bell, c'est pareil, c'est un diamant. C'est un diamant à polir, le mec. Ok. Deux autres dont on n'a pas encore parlé. Alex, toi, tu as Traylon Burks, numéro 1 dans ton classement actuel.
Ouais, j'adore, moi. Pour moi, c'est. Comment? Ouais. Parce que j'adore ce joueur. Il est incroyable pour après, en termes de fantasy. Je pense qu'en plus, lui, alors, sans qu'on aille dans les archétypes de d'Ibo Samuel ou Cordarrelle Peterson ou quoi que ce soit, mais il a un physique qui est tellement hors norme. Et C'est ça, enfin, il il a peut une tout vitesse faire, en qui est fait. tellement hors norme par rapport à son physique que du coup, il peut être en backfield et jouer tous les jeux en sortie de backfield qui est du coup qui pourrait apporter en plus des yards à la course pour un receveur. Donc ça serait c'est en termes de fantasy. Mais après non, en termes de joueur, oui, pour moi Burke je le mets en 1. Après c'est compliqué un receveur dans les premiers. Hein, le tout premier, moi franchement j'ai plein d'hésitation entre Burks, London. Pour moi tu vois mes 4 premiers Burks, London, Olave, Bell. Voilà. Mhm. Et après un petit chouchou qui vient la deuxième division universitaire qui est Christian Watson. Ouais, et Donc, Christian Watson, justement, c'était voilà. l'autre dont je voulais parler parce que je vois que lui, un monstre physique qui, du coup, a un potentiel énorme, mais qui vient d'une université un peu inférieure et du coup, on ne sait pas comment il se comporte contre les défenses, les meilleures défenses. Donc, c'est bien que tu en parles aussi. Hein. Déjà, je pense que Traylon Burks, c'est pas Val qui ira contre moi là-dessus. Il a fait l'unanimité chez nous. Chez moi aussi, c'est le premier receveur. Un petit peu plus de doute. La plupart des experts américains ont un doute sur sa capacité à jouer à l'extérieur. Je pense que ça, pour moi, c'est un faux débat. Il l'a montré par flash un petit peu à Arkansas, mais vu le gabarit qu'il a, sa palette technique, sa palette physique, je pense que franchement, la transition à l'extérieur, moi, je le vois réussir. Je sais pas ce que t'en penses, Val. Le seul truc qui est un petit peu gênant, c'est sa release à l'extérieur qui est pas extraordinaire. Maintenant, je pense que c'est un truc qui peut se travailler rapidement. Et si vous voulez une comparaison qui me paraît assez bonne, je peux le comparer à AJ Brown, qui est au Titan maintenant, qui était à Ole Miss avant. On s'apparente peut-être un peu sur le même profil physique et athlétique et sur le même type de joueur. Maintenant, je pense. Valentin, Mhm. juste précise que c'est que la release. La release, c'est quand vous êtes au moment du snap. Que vous allez devoir vous défaire du cornerback, ça va être la façon dans laquelle vous allez pouvoir vous défaire. Donc, c'est les premiers pas, en fait. C'est les premiers pas que tu vas effectuer face à ton corner pour pouvoir. J'ai pas vraiment, en fait, les mots en français, tu sais, vu qu'on regarde beaucoup Non, en mais c'est une bonne anglais. définition. Non, mais c'est le démarrage. Hein. Le first step, Le first step, c'est ça, en fait, c'est ça, la façon dont tu vas te servir de tes mains dans ta release, dans tes pieds, pour pouvoir, tu sais, fake un peu, mettre dans le doute le mec. Et Aptine, voilà. toi, tu joues cornerback. C'est quoi la release? Bah non, mais c'est ça. Enfin, pour moi, c'est le démarrage. Ouais. C'est les Après, premiers enfin, pas, voilà Ouais. quoi. ouais, enfin, on va faire ça simple. C'est juste le démarrage du gars. Quoi. Ok, donc Burks, unanimité. Et dernier joueur dont je voulais parler, Jameson Williams, qui a une blessure au croisé, c'est ça, dans son dernier Ouais. match, C'est ça, ouais, et c'est qui ça. du coup baisse un petit peu dans les classements, mais qui, sans sa blessure, aurait peut-être été le meilleur receveur de la classe, selon certains classements. C'est quoi votre opinion sur Jameson Williams? T'y vas, Val, j'y vais. T'y vas. Vas-y. Jameson Williams, meilleur receveur de la QV sans sa blessure, je suis pas sûr, je suis même pas Ok. d'accord avec ça. Par contre, je vois tout le potentiel qu'il peut avoir sur un délire de Fantasy Dynasty. Le mec, c'est une menace profonde qui est exceptionnelle. Lui aussi, techniquement, il est plutôt pas mal, même si c'est un cran en dessous de certains autres. Mais en fait, je vois l'upside de se dire on prend Jameson Williams assez haut cette année parce que, en fait, ouais, effectivement, c'est le genre de mec qui peut très rapidement te rapporter pas mal de points, tu vois, en fantasy. De toute façon, comme vous l'avez dit en introduction, là, on est sur une classe de receveurs, elle est deep. Vous allez aller chercher des mecs deuxième tour, troisième tour, vous avez encore des mecs qui sont capables de vous performer tout aussi bien que les premiers sur certaines semaines, quoi. Selon le match-up, selon l'endroit où ils tombent. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Christian Watson. Bah, c'est pareil, c'est un mec, il va peut-être tomber dans les fantaisies chez les gens qui s'intéressent pas trop, mais pourtant, le mec, potentiellement, a peut-être le plus gros physique de la draft. Donc, ouais, c'est Jameson Williams, peut-être pas le meilleur receveur de la QV, mais on est sur quelque chose de solide, quoi. En fantasy, si vous vous retrouvez avec Jameson Williams, c'est pas dégueu du tout, je pense. Ouais, Et cette année, c'est les. Ouais, vas-y, Valentin. je suis un petit peu plus réservé sur Jameson Williams parce que déjà sa blessure, se faire une blessure au croisé aussi tard dans la saison, il faut voir comment il va revenir de ça parce que sa principale force c'est son athlétisme.
Donc maintenant, il y a des très bons médecins. Je pense que c'est une blessure qui devient très récurrente pour les athlètes en général. Donc logiquement, ça devrait être bien soigné. Maintenant, j'ai des petits doutes techniquement, par exemple, sur sa release, etc. Moi, j'ai pas vu beaucoup de corners en presse sur Jameson Williams. Et quand ça a été le cas, il a été un peu plus en difficulté. Il a pris énormément de snaps dans le backfield avec des petites screens, des trucs comme ça, donc où il portait plus le ballon qu'il faisait une réception. Oui, ça lui a fait gagner beaucoup de yards, ce qui sera peut-être possible en NFL, mais le college football, la NFL, t'as pas les mêmes bébés en face de toi, donc il va peut-être pas s'amuser à prendre des ballons dans le backfield tous les 2 jeux, parce que sinon il va se faire éclater les genoux une deuxième fois. Je pense que si ce mec-là, parce qu'on le voit sur certaines mocks assez haut, voire comme en tant que premier receveur drafté, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Et d'un point de vue fantasy, non plus. Je pense que c'est possiblement un mec qui est intéressant d'un point de vue fantasy, mais tu as d'autres mecs à aller chercher avant quand même. Il y a une petite inconnue en fait. Il y a vraiment déjà cette blessure, tu ne sais pas comment il va revenir au niveau athlétique, mais ce petit doute technique qu'il peut y avoir d'un point de vue technique pour un receveur. Mais je pense qu'il fera quand même une très belle carrière, mais j'ai un petit doute. Et on nous demande sur YouTube un petit avis sur Jahan Dotson. Les meilleures mains de la draft. Les meilleures mains. Pareil, on a un consensus à TTP, on est tous d'accord. Si on doit décrire Jahan Dotson avec une phrase, c'est les meilleures mains de la draft. Très bon slot, qui fera une très belle carrière en tant que slot, qui a reçu les ballons d'un quarterback très moyen pour pas être trop ignoble. Méchant. Ouais, et je crois que si je me trompe pas, genre c'était zéro drop en carrière. Ou il en a eu un ou deux à la fin, je crois, à la toute fin, mais je crois que c'était 0 drop en carrière, un truc comme ça. Donc vraiment, pareil, si vous avez besoin d'un slot ou quelqu'un en backup sur une fantasy, c'est possible qu'il arrive à performer dès sa première année s'il est bien utilisé, et voilà. J'avais vu une comparaison, puisque tu aimes ça, Deontay Johnson avec des gants en colle. Deontay Johnson de Pittsburgh ? Oui. Avec des Ouais, bons gants. Ouais, je dis rien sur les comparaisons, j'arrive pas. J'ai du mal. Ok, parfait. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour des principaux noms en receveur. Si juste je peux te donner un petit dernier, Danny Gray de SMU, qui a un potentiel d'être un espèce de Debo. Malheureusement, il n'a pas de main. Donc, si ça s'achète des mains dans l'intersaison, par contre, ça peut être un des joueurs les plus incroyables en NFL, mais il faut qu'il s'achète des mains à tout prix. Et après, Val, si tu peux leur donner deux, trois autres sleepers, parce qu'on leur a donné Calvin Austin, Wendell Robinson, t'as Romeo Dobbs qui peut montrer des choses, Sky Moore qui peut montrer des choses. Sky Moore, j'adore son nom. Rien que pour son nom, je suis capable de le drafter. Mais il est Justin fort. Ross qui était revenu d'une blessure à la colonne vertébrale et au cou, donc assez grave. Par contre, il est très longiligne. Je pense que c'est le mec qui a le plus gros catch radius de la draft. Donc tout ce qui va être head zone, TD ou long ballon, je pense qu'il aura son mot à dire. Maintenant, il a eu un petit peu plus de baisse de production et athlétique, mais bon, à Clemson, ça n'a pas roulé super bien cette année. Mais je pense que en point de vue mock, un 3-4e tour, si tu vas chercher un Justin Ross, ça peut être vraiment très intéressant. Donc après, faites le calcul par rapport à vos fantasy. Bien sûr. Et sinon, si je donne un petit dernier, tu as un Samori Touré que moi j'aime énormément. Après, à voir comment dans quelle escouade de receveurs, mais je pense que s'il tombe sur une escouade un petit peu faible, tu peux vite le voir en tant que numéro 2 ou numéro 3. Je pense que c'est un véritable sleeper et qui a montré des belles capacités de spin, de cut, de panoplie technique pour un receveur. Et j'aime vraiment beaucoup ce mec-là. Cool. Aptine, t'as un petit coup de cœur parmi ces joueurs-là ou... Ouais, Christian Watson. Christian Watson. Parfait. Et Alex, un petit dernier? Non, je crois qu'on a balayé. Moi, j'aime bien Tolbert aussi. Jalen Tolbert. Je le kiffe. Voilà. Qui pour moi est assez haut dans mon ranking. Ouais, après, voilà, c'est vraiment des joueurs qu'on peut attraper en termes de fantasy 9e, 10e tour, easy. Ouais, et cette année, ça va être important de regarder parce qu'il y a des équipes avec des bons QB, notamment Green Bay et Kansas City, qui ont des pics, multiples pics à la fin du premier round.
et qui ont besoin de receveurs. Et c'est toujours pareil. Hein, si des joueurs, même si c'est pas les top 3, 4 et tout, ils arrivent et ils sont immédiatement mis avec Rodgers ou Mahomes, ça peut être des joueurs qui performent immédiatement ça. Donc ça sera important de regarder à la fin du premier round pour voir si ces équipes-là choisissent un receveur ou pas. D'ailleurs, dans vos mocks, est-ce que vous les voyez prendre un receveur à ce niveau-là de la draft ou pas? À Green Bay? Ouais. Actuellement. Oui. Il me semble que oui, à Green Bay. Après, Kansas City, je me rappelle plus ce qu'ils ont. Kansas City, ils ont les pics 29 et 30, je crois. Ah, mais vu que c'est pas nous qui nous occupons de Kansas City là comme ça, je pourrais. Attends, faudrait que je regarde. C'est possible. Je suis pas sûr que ce soit vraiment leur priorité, contrairement à Green Bay. Nous, on a vraiment besoin d'un receveur. J'ai vu des mocks avec Kansas City qui prend des receveurs, qui prend un receveur en tout cas, parce que comme ils en ont deux en plus qui s'enchaînent, donc ils ont une possibilité de faire un trade down. Ouais. Donc là, il y a aussi ça. J'ai vu aussi, comme ils ont deux pics qui s'enchaînent. Limite, ils prennent le premier RB à disposition en RB1, parce que Clyde Edwards-Helaire ne satisfaisant pas forcément, du coup, ils ont le choix de riche, ils prennent un running back. Prendre 2 fois un running back tour 1 pour Kansas Ah oui, je l'ai vu faire. Comme ils l'ont déjà fait, ils sont capables, donc c'est pour ça qu'ils peuvent répéter. C'est comme Green Bay a été capable de faire des bêtises en enchaînant plusieurs années. Refaire, donc c'est eux. Ouais, j'ai vu faire. Ok les gars, 2 petites questions pour finir et après je vous laisse, mais il y en a une sur internet, on nous demande chacun le prospect qui vous a le plus impressionné, peu importe le poste, à la sortie de l'université. On commence avec toi Ryan parce que tu es le premier sur mon écran. En all-time comme ça, je dirais Tyrann Mathieu, je dirais en all-time. Ok. Tyrann Mathieu ou peut-être Ndamu Kongsu à Nebraska qui était extraordinaire. Mais ouais, je pense que ça serait un des deux. Ouais, ça serait un des deux, je pense, en all-time. All-time, Johnny Manziel. C'est imbattable, indiscutable, et c'est Johnny Manziel, incroyable. Moi, c'était Reggie Bush, mais c'est parce que j'ai arrêté de regarder l'université il y a 20 ans. Ouais, mais c'est acceptable, tu vois. J'accepte plus qu'on Reggie Bush que... persuadé que ça serait une superstar. Et Ah, mais au moins, il a une carrière en NFL, pas comme l'autre fraude. Ouais. Là. L'autre, je lui parle de Hall of Famer, il m'a sorti un mec qui te fait des billets. Mais vas-y, barre-toi de là. Alex, le tien? Charles Woodson. Qui, pardon? Charles Woodson. Ok, Charles Woodson, ouais. Et Aptin? Clowney. Qui ça? Jadeveon Clowney. Ouais, ok, Georges. Parfait. Et pour moi, dernière petite question, puisque ça va être ce qui nous intéresse sur votre podcast pendant toute cette saison. Si on commence à regarder vers la draft 2023, est-ce qu'il y a 1, 2, 3 mecs qu'il faut qu'on regarde absolument, qu'on suive cette année, qui seront largement meilleurs que cette draft-ci? Et est-ce que ça vaut même le coup, quand on joue en dynastie, de lâcher un premier round cette année pour en obtenir un l'année prochaine? Parce que s'il y a des joueurs supérieurs à la draft de cette année. C'est au point de vue QB, je pense. Au point de vue QB, je pense que tu as Bryce Young, CJ Stroud, là qui me viennent vraiment tout de suite en tête. Par contre, il y a un petit sleeper, c'est Jaren Hall de BYU, que moi j'ai très fort en estime. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. Après, en receveur, tu as Keishon Boutte, il peut se présenter, Ryan, ou pas? Keishon Boutte, incroyable, de LSU. Ouais. Extraordinaire. Jackson Smith Njiba de Ohio State. Et après, au poste de tight end, je dirais Michael Mayer de Notre-Dame. Ok. Et running back? Oui, il y en a. Bijan Robinson. Ouais, Bijan Robinson. Gibbs de Alabama, le transfert de Georgia Tech. Ouais. À voir. On sait qu'il va performer avec Alabama. Après, il parle aussi en termes de value, franchise, fantasy. Je pense quand même. Je sais pas. Tu sais très bien comment ça marche avec les running backs. On sait qu'il va performer en college football. On sait pas encore
comment il va évoluer face aux défenses de SEC. C'est à voir. Les running backs, moi, je me prononcerai pas tant que ça. On sait qu'il y a Bijan qui est vraiment consensus numéro 1. Mais le reste, je t'avoue que running back comme ça, moi, personnellement, je serais incapable de vous donner un running back là, aujourd'hui, tu vois, pour 2023. Ça marche. Eh ben, on suivra ça avec intérêt tout au long de la saison. Et surtout, on va suivre la draft. Vous faites un monumental live tout le week-end prochain, si j'ai bien compris. Ouais. Sur votre chaîne Twitch. Donc, allez suivre ça, tous ceux qui nous écoutent, sur la chaîne Twitch de Trick Play Podcast. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Moi, merci perso, à vous, ça m'a bien informé. Je sais pas. Mais non, c'est vraiment cool d'avoir. Comme j'ai dit, moi en tout cas, je m'intéresse à ces joueurs-là une fois qu'ils arrivent en NFL parce que j'ai pas le temps de tout faire. Mais c'est super d'avoir des mecs qui suivent le foot universitaire de près pour vraiment avoir une idée du talent qui arrive dans la ligue. Et on a hâte de suivre la draft avec vous la semaine prochaine. Si vous voulez placer un ou deux tight ends, c'est le moment. Un ou deux tight end. Ouais. Parce que Marc, il respecte pas tous les joueurs. Non, je ne respecte pas les tight ends. McBride. Trey McBride. Ouais, Trey McBride. De Colorado State. Weidermeyer qui a baissé à cause du combine. Même s'il chute complètement, alors que le mec, c'est clairement le numéro 1, numéro 2 de la QV, mais je pense qu'il performera où qu'il tombe. Mais bon, lui aussi, il est lent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, pareil, c'est un mec qui joue vite sur le terrain, mais qui court pas un 40 yards extraordinaire. Mais ces deux-là, je dirais, et puis peut-être en troisième, un petit sleeper, genre Jeremy Ruckert ou Jeremy Ruckert d'Ohio State. Parfait. Eh ben, merci beaucoup à vous. Ouais, merci à vous. À jeudi prochain pour la draft. Ça commence quand? Jeudi soir. Le jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ouais. Très bien. Eh ben, il n'y a pas un match de NBA à regarder en même temps comme ça. Probablement, ouais. Sûrement un match de playoff. Tiens, Val. Quoi T'as une question dans le chat. On dit est-ce qu'il y aura un équivalent à Sam Brown parmi les receveurs? Ah oui, pardon, j'avais pas vu. À Sam Brown, pas EQ, je suppose, l'autre. Amon-Ra. Amon-Ra, ouais. Attends, juste laisse-moi reprendre vite fait ma petite liste de receveurs. Et je vais te dire ça, un petit... Faut pas sous-estimer John Mechie d'Alabama. Et je dirais sinon... un Sky Moore. Un Sky Moore. Là, déjà j'aimais son nom, mais maintenant la comparaison avec Sam Brown, je le draft. Ok les gars, merci beaucoup. Allez suivre Valentin et Ryan sur Ole Miss et LSU France. On ne sait pas trop, France LSU France, on n'est pas trop sûr. Et sur The Trick Play Podcast tout au long de la saison et surtout la semaine prochaine pendant la draft. On vous dit à bientôt les mecs et merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous pour l'invite. Ciao. Allez, ciao. Ciao, bonne soirée.